entièrement honnête, parfait. Bien, alors on ne va pas perdre beaucoup de temps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ceux qui vont vous interroger, ils sont là. Mais avant de commencer, vous avez une filiation, vous avez un nom historique. Vous portez là une lourde charge? Je ne suis pas le seul à le porter. Nous sommes nombreux. D'accord. Ouais. Marinette va commencer avec vous sur la page politique. Marinette? Mais avant, je voudrais bien, si vous permettez. Allez-y. Je pense que sur ce plateau, en 2005, c'était peut-être l'ancienne maison de la RTG, mon ami et frère Maroga Christian était candidat. Et le fait que nous avons travaillé ensemble, nous avons mené des actions ensemble, je voudrais avoir une pensée toute particulière pour lui, à cet instant, et à un autre frère, Tungondo, et Jean-François Ikwagé. Et avoir aussi une pensée profonde pour M. Adrien Guémaondo. Parce que ma candidature aujourd'hui est liée un peu à tout ce monde de la politique qui m'ont apporté beaucoup et avec qui nous avons de très bonnes relations. Monsieur Marcel Robert, Francis Ntchoréré. Dans un État démocratique, il ne peut pas y avoir de telles situations. Depuis 1990, dans notre pays, nous avons souhaité voir certaines choses évoluer. Et la démocratie, depuis 1990, a du mal à suivre ces règles dont les hommes politiques, les dirigeants du pays, ne veulent pas faire en sorte que la démocratie évolue. On voit aujourd'hui le cas présent où les listes électorales vont dans tous les sens. 1 200 000 électeurs inscrits. Ensuite, une semaine après, c'est 813 000 inscrits. Et si on regarde en profondeur, nous avons demandé, quand nous avons été reçus par le président de la République, Mme Rose Rogombe, nous avons souhaité qu'on puisse attendre pour aller sur des bases nouvelles, par un recensement de la population, par le fichier de l'état civil, et essayer de mettre en place ces listes électorales qui posent problème aujourd'hui. Mais, que voulez-vous, il paraît qu'il y avait eu une précipitation. Les gens voulaient tellement arriver au pouvoir le plus tôt possible, et nous voici aujourd'hui dans une situation regrettable où les listes vont dans tous les sens et où le scrutin posera énormément de problèmes. Mais on parle beaucoup de constitution dans notre pays. Tous les politiciens gabonais, dont ceux-là qui ont voulu d'une élection très rapide suivant les normes de la Constitution, parlent de Constitution. Ont-ils regardé les articles de la Constitution dans son ensemble concernant certains points et certains candidats? Je ne pense pas. Fermons les guillemets. Mais dans d'autres pays, prenez le cas de Haïti, il y a eu des cas similaires. On a dû suspendre un tout petit peu, repousser pendant 1 an, 2 ans, remettre de l'ordre, faire en sorte que chaque Gabonais... Rendez-vous compte la plupart des Gabonais n'ont même pas de pièce d'identité. Même les plus hautes autorités de la République n'ont pas de pièce d'identité. Mais comment cela est possible? C'est possible au Gabon. Et c'est incroyable ailleurs. Au Gabon, vous ne pouvez pas concevoir que des Gabonais n'ont pas de pièce d'identité, mais des étrangers, depuis 2-3 mois, ont des pièces d'identité. Mais est-ce que cela est prouvé, M. Ntchoréré? Cela est très bien prouvé. Ça se dit, les étrangers vont voter, les étrangers ont des cartes d'électeurs, les étrangers sont inscrits, mais on ne sait pas, est-ce qu'il y a une preuve matérielle? Il y a une preuve matérielle. Vous avez suivi les actualités, on a trouvé des Ouest-Africains qui allaient récupérer leurs cartes d'identité, qui se sont fait agresser par des Gabonais. Mais est-ce que les autorités compétentes ont été Je vais prendre un exemple. Vous pouvez imaginer combien il y a de Gabonais au Liban? C'est à vous de me le dire. Voilà, on nous dit à peu près 700 ou 1500 Gabonais qui vont voter au Liban. Et ça pose problème parce qu'il y a des Libanais qui rentrent au Gabon, qui ont déjà leur pièce d'identité, leur passeport, sans avoir mis pied au Gabon, quand on sait qu'au niveau du code de la nationalité, il y a des règles. C'est pour cette raison que nous disons qu'il faudra reviser complètement la Constitution et nous donner une Constitution valable. Je vais peut-être choquer certains Gabonais qui sont dans le rêve du fauteuil où on doit s'asseoir à vitam aeternam. Mais dans certains pays, quand on s'est précipité comme ça, quand il y a eu des coups de force, mais la Constitution a été suspendue. Et quand on va suspendre la Constitution, je ne veux pas citer les pays, ça fait plus de 9 ans, ils n'ont pas de Constitution, ils fonctionnent et ils attendent toujours leur élection présidentielle. Les Gabonais auraient mieux fait
de bien organiser les élections que de faire toujours les choses à l'à peu près. Aujourd'hui, notre pays ne mérite pas ce que nous constatons aujourd'hui, là, en ce moment. Oui, monsieur. Rendez-vous compte, il y a des Gabonais qui vont chercher leur carte d'électeur. Ils sont allés s'inscrire et les noms ne figurent pas. Moi, je vais vous prendre le cas. J'ai mon neveu qui est décédé en 1993, à l'âge de 16 ans. Il n'a jamais voté en 1993. Il n'était même pas inscrit. Il était en France. Son nom apparaît là, comme un électeur. Vous imaginez combien de fois ça a touché ma sœur? Combien de fois c'est scandaleux? On prend le fichier d'état civil et puis on relève les noms. J'ai une autre parente qui est en France avec un bébé d'1 an et 6 mois. Son nom figure sur la liste électorale. Quel est ce désordre-là? Nous sommes tous propriétaires du Gabon et les pères fondateurs de la République ne nous ont jamais dit que nous devons nous comporter de la sorte. C'est ça le problème. Ça se situe à un seul niveau. Ceux qui veulent s'accrocher au pouvoir, qui ne veulent pas que l'alternance existe, ils passent par tous les moyens et ils ont des courtisans qui veulent absolument rester parce que le Gabon est pour eux un gros gâteau qu'il faut partager entre eux dans la plus forte minorité et le reste du peuple n'a rien. Visitez tous nos quartiers, visitez l'intérieur du pays. Le peuple gabonais a oublié cette constitution que tout le monde crie. La constitution gabonaise ne prend même pas en compte les intérêts du peuple gabonais. On ne parle que du président de la République, du vote du président de la République, les différentes institutions, ça s'arrête. Notre constitution n'a que 28 pages. Ce n'est pas une constitution. Aux États-Unis, la constitution, le citoyen américain peut vous dire, le 6e amendement me donne tel ou tel droit. Mais notre constitution nous donne à nous quel droit? Aucun droit. Nous allons d'abord mettre en place cette constitution. Nous mettrons en place une commission nationale qui va gérer l'ensemble de ces éléments de la Constitution. Le mandat du président de la République sera de 7 ans, une fois renouvelable. Et à l'intérieur de cette Constitution, nous préciserons très bien quand le chef de l'État, après son mandat, aucun de ses fils ou de ses filles, aucune de ses filles ne pourra succéder immédiatement au président de la République. Si vous êtes fils d'un président de la République, vous pourriez succéder à votre père peut-être après 14 ans. Pourquoi? Parce que quand vous succédez immédiatement à votre père, ça donne un arrière-goût de monarchie. Et la République n'est pas une monarchie. Et ensuite, cela donne un goût amer, comme dans certains pays, au niveau, par exemple, je prends le cas des États-Unis, vous avez vu, il y a une succession de familles là. Ça devient une affaire, c'est la même famille qui gère l'État. Mais cette fois, c'est Obama, hein, ce n'est plus... Non, mais je parle du passé. Je ne veux pas pointer du doigt, je ne veux pas citer des noms, mais tout le monde a compris. Suivez mon regard, vous comprendrez que ces mêmes familles, ce sont ces familles qui tiennent les États-Unis, qui déclenchent les guerres et qui font tout ça. Et aujourd'hui, au Gabon, nous devons inscrire cet élément dans la Constitution. Moi, je suis président, je pars du pouvoir, mon fils n'a pas immédiatement à venir occuper ce fauteuil, même si c'est le meilleur des Gabonais. C'est au moins pour laisser d'autres Gabonais venir s'affirmer, d'autres individus. Au niveau des collectivités locales, il faut une décentralisation. Mais la décentralisation est toujours très difficile à réaliser dans la mesure où l'État s'accapare de tous les pouvoirs. L'État ne lâche pas facilement dans le cadre de la décentralisation. Mais pour une bonne décentralisation, nous devons avoir au niveau de nos collectivités des cadres valables qui savent maîtriser l'outil administratif, qui peuvent être des bons gestionnaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que vous verrez que toutes les municipalités, en commençant par les villes les plus importantes, dont la mairie de Libreville, tous ceux qui sont passés à la mairie de Libreville se sont fait du beurre au détriment des citoyens de la ville. Rien ne se fait, le budget est donné, c'est juste des détournements de fonds. Et comme il n'y a pas d'inspection dans notre pays, parce que c'est la loi du plus fort, vous savez, il y a un des candidats, un de ses collaborateurs m'a dit ici à la RTG hier, que M. Tchorere, il faut choisir, il n'y a que 2 camps au Gabon. Le camp de ceux qui bouffent et le camp de ceux qui sont bouffés. Et j'ai dit, mais M. Tchorere ne sera ni dans le camp de ceux qui bouffent, ni dans le camp de ceux qui seront bouffés. Et c'est qui le candidat qui vous l'a dit? Suivez mon regard, vous verrez combien de fois les gens sont extravagants et pleins d'arrogance
par rapport à l'argent du peuple qu'ils ont mis dans leur poche et dans leur compte à l'étranger pour se prévaloir aujourd'hui des grands leaders politiques. Si seulement on était dans un état de droit, ceux-là n'auraient même pas eu le temps de se présenter. C'est pourquoi dans la Constitution, on va préciser une chose. Pour être candidat, il faudra passer par la commission d'enrichissement illicite. En parlant de cette commission-là, oui. Quelle est la politique que vous allez mettre en exergue pour la bonne gestion du système administratif au Gabon? Ils auront les pleins pouvoirs. Ils auront les pleins pouvoirs. Et puis vous savez comment ça fonctionne au Gabon. Dès que vous êtes nommé directeur général, vous pensez que vous avez le droit de détourner les fonds publics. Et dès mon élection, plus personne ne pourra détourner l'argent public. La bonne gouvernance est chère au peuple gabonais. Oui. L'effectif des membres du gouvernement est jugé pléthorique. L'Assemblée nationale, 120 députés. Le Sénat, près de 102 sénateurs. 102 députés. 120 députés 102 et 102 sénateurs. Oui. Vous, au lendemain de votre élection, comment vous allez gérer cette situation pour rassurer le peuple gabonais qui s'inquiète de cette mauvaise gestion de la chose publique? Premièrement, je nommerai un Premier ministre qui aura les pleins pouvoirs, qui jouera le rôle de Premier ministre. Et aucun ministre ne viendra s'asseoir dans la salle d'attente de la présidence de la République pour me présenter des dossiers sans être passé par le Premier ministre. Le gouvernement sera composé de 24 membres, 12 femmes et 12 hommes. Parce qu'il faut mettre en valeur les femmes gabonaises, une parité. Parce que les femmes gabonaises, vous savez, le président Bongo m'avait dit en 1993 que si c'était à recommencer, je nommerais que des femmes à des postes les plus importants, où il y avait de l'argent, parce que les femmes vont détourner peut-être moins. Et ça, je vous le dis. Bien que certains aujourd'hui disent oui, tout le monde dit le président m'avait dit. Mais j'ai quand même passé près de 15 ans à ses côtés. Et le président ne vous avait rien dit à vous? Le président ne vous avait rien dit à vous? Parce que beaucoup de candidats sont passés ici, nous ont dit que le président Bongo a dit quelque chose. Vous n'avez... Parce que vous avez un curriculum qui est très riche. Hein? Oui. Vous n'avez pas un secret? Conseiller, voilà, pardon? Conseiller personnel du pas président. Pas de secret, le président ne vous a rien dit? Non, le président ne m'a rien dit. Si je suis candidat aujourd'hui, parce que j'ai eu... C'est lui qui vous a dit d'être candidat? Ah non, pas du tout. Je me suis préparé à ces choses depuis 15 ans. Je devais être candidat en 98, mais compte tenu des circonstances, j'avais mis en place la coalition pour la République et le rassemblement devait prendre corps en 98. Donc nous avons accepté avec le président Adrien Guémaondo et Christian Maroga et les autres amis, et nous avons mis de côté cette ambition. Nous sommes ensuite allés en 2005, mais Maroga, Christian s'est présenté, et je me suis dit, dès 2010, je démarre. Je prépare mon action et en 2012, je suis candidat. Mais il se trouve que les événements sont venus très rapidement et voilà. Mais je suis candidat parce que je suis chef de parti. Une expérience administrative et politique quand même assez riche, je veux dire. Vous avez travaillé aux côtés du président de la République et vous avez été chargé d'études à la mairie de Libreville. Oui. Là, vous étiez en train de dénoncer des travers dans cette mairie, dans cette institution de la République. Mais je ne comprends pas pourquoi ne pas l'avoir fait à temps opportun et vous attendez... Bah oui, mais renseignez-vous à la mairie de Libreville, les réunions étaient assez tendues, hein, parce que je n'ai pas la langue de bois. Quand je constate que des gens détournent les fonds publics, quand je constate que des gens fabriquent des faux timbres et les vendent dans les marchés, et ça, j'ai dénoncé. Vous êtes conseiller du président de la République, oui. Et là, heureusement que vous n'avez pas occulté ces termes cumulativement avec les fonctions de conseiller du président de la République, conseiller personnel, oui. Quand vous étiez secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Alors, vous n'avez pas bouffé dans beaucoup de râteliers aussi comme les autres? Non, pas du tout. Parce que vous savez, j'étais conseiller personnel. Quand je suis allé au ministère de la Défense, je suis au groupe numéro 2. Et secrétaire général adjoint, c'est le groupe numéro 4. Donc, si je restais comme secrétaire général adjoint, c'était me rétrograder. Donc, j'ai gardé mon statut comme conseiller personnel parce que je continuais à mener mon action en tant que conseiller personnel pour des raisons purement politiques. Et au niveau du ministère de la Défense, le président m'avait envoyé par le canal, je crois, du ministre de la Défense à l'époque. Et j'ai apporté les idées que j'ai pu apporter. Bon, enfin, ça, c'était un passage un peu... Un peu comment? Pas terrible. Bien. Passage à vide. Vous savez, il est difficile de travailler dans des ministères où il y a trop de courtisans. Ils empêchent l'évolution de la société et de l'administration gabonaise. Et qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire demain quand vous serez président de la République? Parce que c'est sûr que
nous prévoyons que vous allez avoir des courtisans, mais moi je peux être votre courtisan, on ne sait jamais. Non, vous pourrez être mon courtisan, il y aura des courtisans, c'est sûr. Mais franchement, le favoritisme au premier degré, où on veut placer des gens parce que c'est mon ami, ils ne font rien au niveau du ministère, ça bavarde, ça parle de football, on lit l'union, on écarte les responsables, parce que l'administration gabonaise souffre de ça. Un ministre arrive, il vient avec ses collaborateurs du village, il ne veut plus voir les autres collaborateurs qui sont des fonctionnaires de cette administration, et puis ils se permettent, le directeur de cabinet devient le gestionnaire du ministère. Donc c'est le directeur de cabinet qui gère les finances, et puis il s'engraisse, les véhicules sont achetés, et voilà, tout le monde, la secrétaire a un véhicule de 54 millions, le conseiller ou bien le directeur général est à pied. Dans toutes les administrations gabonaises, c'est un malaise. On va carrément supprimer toutes ces méthodes-là. Vous voyez, le train de vie de l'État sera réglementé. Réglementé comme ceux que moi j'ai vus et j'ai vécu dans les années 60 avec le président Léon Mba. Tous les fonctionnaires, quand vous étiez directeur, vous avez un type de véhicule d'une certaine catégorie. Quand vous avez un véhicule de fonction, quand vous avez un véhicule de service, quand vous avez un véhicule de liaison au sein du ministère, le véhicule de service, vous ne l'emmenez pas quand vous êtes en congé. Quand vous allez en congé, vous le laissez pour celui qui assure l'intérim. Mais aujourd'hui, même les véhicules de liaison circulent. Vous voyez par exemple le cas, je vais prendre le cas des médias. Pensez-vous qu'il est normal de laisser nos journalistes sortir après le journal de 20h et puis ils cherchent un véhicule pour rentrer chez eux? Moi, ça n'existera pas. Les journalistes seront mis au sommet parce que c'est le 4e pouvoir. Ah, merci. On vous attendra d'ailleurs au pied du mur. Parce que c'est une promesse. Vous parlez là devant les journalistes et tous les journalistes gabonais Parole vous entendent. donnée. Pas seulement ceux de la presse publique, mais vous presse savez, privée, les journalistes, en plus, il y aura la liberté de la presse. Écrit. La liberté totale de la presse. Si le président de la République n'est pas correct, la presse va le dénoncer, comme ça se fait en Occident. Bon, j'espère que ce n'est pas aussi une façon de faire la cour pour vous, non. vous voter demain. Non, pas du tout. Demain dimanche. Non, pas du tout. Alors, on va poursuivre. L'économie, puisque vous parlez de la bonne gouvernance, l'économie, c'est aussi la bonne gouvernance. Marcel Tibinda. Bonsoir, monsieur Nturé. Bonsoir, monsieur Tibinda. J'espère que vous ne nous courtisez pas. Non, pas du tout. Ce n'est pas dans mes habitudes. J'ai un franc-parler. Je dis ce que je dis, je le fais. Mais vous venez de prendre et un quand engagement. ce n'est pas possible, je vous dis que ce n'est pas possible. Vous venez de prendre un engagement sérieux. C'est un engagement sérieux, sans problème. Qu'est-ce que, selon vous, ce que vous venez de dénoncer tout à l'heure, quelle influence cela aurait sur l'économie gabonaise? En fait, l'économie gabonaise, c'est une chose. Le vrai problème du Gabon, c'est la gestion du Gabon, la mauvaise gouvernance. Ce qu'il faudra faire d'abord au Gabon, c'est réorganiser notre administration qui est malade. Après cette réorganisation, il faudra plutôt s'appuyer sur les ressources humaines. L'administration gabonaise n'utilise pas suffisamment ses ressources humaines. Les gens sont mis de côté parce que votre tête ne plaît pas au nouveau directeur général ou bien à Sepaki ou au ministre. Vous êtes mis à l'écart. Alors, donc de cette relance de l'économie, ou plutôt de cette redynamisation de l'administration gabonaise, dépend à terme la relance de l'économie? Oui, pourquoi? Parce que vous savez, le fonctionnement au niveau du Gabon, c'est d'abord l'État. C'est l'État qui fait fonctionner nos administrations. L'économie n'est pas tenue par des Gabonais. L'économie, ce sont des expatriés. Pour la plupart des Français. Ben oui, c'est ce que nous constatons, parce que c'est par rapport... Mais l'économie n'est pas gabonaise. Vous prenez les sociétés Elf. Alors, c'est pas gabonais. Justement, oui. Vous me donnez un biscuit. Oui. Je voulais effectivement évoquer ce point un peu plus tard. Oui. Alors, vous évoquez Elf. Oui. On sait aujourd'hui qu'il y a un problème au niveau de la parité. Qu'est-ce que vous pensez de cela? On dit aujourd'hui, dit-on, selon nos investigations, certains candidats l'ont soutenu ici, dans la part des marchés, par rapport au pétrole, Elf détiendrait 75%, le Gabon 25%. Vous êtes élu demain, que ferez-vous? C'est pas une part de marché. Vous savez, il y a des règles. Il y a l'exploration, il y a l'exploitation, il y a la production, et ensuite vous avez les sociétés, ceux qui font de la prestation de services au niveau des activités de recherche et tout le reste. Alors on va être cru, 75% pour la France, 25% pour le Gabon. Mais attendez, il ne faut pas pouvoir... Moi j'ai travaillé à Schlumberger. Oui. J'ai fait de la prospection. J'ai fait les mesures électriques dans des puits de pétrole. Je l'ai fait à Pointe-Noire. Pour vous, tout est réglo. Si vous voulez être un pays puissant, dire vous êtes un pays producteur,
dans l'exploration. Créer des entreprises gabonaises qui seront chargées de l'exploration. Des entreprises gabonaises qui pourront faire de la, de l'exploitation et de la production. Mais pour le moment, avons-nous les cadres nécessaires pour le faire et les financements? Parce que l'État gabonais, quand vous arrivez, on vous accorde comme ça un permis. On vous dit allez-y dans telle zone. Si vous faites vos recherches et que vous ne trouvez rien, vous perdez de l'argent. Et l'État gabonais vous répond, on vous dit ça c'est votre problème. Mais si nous voulons avoir une parité, comme vous le dites... C'est pour cela que l'autre partie nous impose son dictat? Mais notre parti ne nous impose pas. Nous marchons sur le pétrole. Oui. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Les Occidentaux arrivent avec leur technologie, leur connaissance, leur savoir-faire. Ils exploitent. Mais attendez, ils mettent de l'argent et puis ils vous disent... Mais et ça équivaut à 75%. Mais ça n'équivaut pas à 75% parce que je vais vous surprendre. Ils viennent avec tout ça, mais c'est quand même dans le sol gabonais. C'est gabonais. Oui, mais c'est le sol gabonais. Est-ce que la parité... Bon, alors vous serez président demain. Qu'est-ce que vous ferez par rapport à cela? Bon, je crois que la préoccupation du peuple gabonais ne se situe pas dans les 20% qu'on a. La préoccupation du peuple gabonais, c'est de ressentir que l'économie est boostée. Laissez-moi vous expliquer. Je vous écoute. Répondre, laissez-moi Martial, répondre. avec votre permission. Les 20%, je vous dis les 20% que le Gabon gagne dans ce pétrole, mais tout le peuple gabonais devait vivre très bien. Mais dans ces 20%, il y a une bande de Gabonais qui dirigent ce pays et qui s'en mettent plein les poches. D'accord. C'est pour cette raison. Mais le pétrole nous rapporte 340 milliards de francs CFA, c'est la redevance pétrolière. C'est assez ou pas assez? C'est pas assez parce que c'est une question de volonté politique. Avant d'avoir cette volonté politique, il faut former des cadres. On a créé Petrogab. C'était dans cet esprit. On a mis des Gabonais à la tête de cette entreprise. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont fait la démonstration de leur manque de sérieux et de leur volonté de rendre le peuple gabonais pauvre. Alors ça nous renvoie à cette question. Que ferez-vous demain lorsque vous serez élu? Vous allez garder les 75% et 25% ou vous allez les augmenter ou vous allez trouver une autre formule justement pour faire en sorte que ce soit gagnant-gagnant? On laissera d'abord dans un premier temps ces exploitants-là, Elf et tout le reste, gérer ce qu'ils ont à gérer. Dans nos 20%, nous allons redresser notre économie avec, parce qu'il y a suffisamment d'argent dans les 20%. Alors, comment on fait pour redresser cette économie avec ces 20%? D'abord, il faut commencer à mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pourquoi le ministère des Finances, dans mon projet de société, il n'y aura plus un ministère de Finances qui arrive à être au-dessus du Premier ministre, qui décide comme ça, qui vous donne un crédit, vous donne pas. Vous êtes ministre, on vous dit que vous avez ce budget, mais le ministre des Finances vous dit « je vous donne rien ». C'est le cas aujourd'hui? Ça a toujours été le cas. Donc aussi, je propose qu'il y aura le ministère du budget et de la comptabilité publique. La différence, c'est quoi? La différence, c'est qu'avec un ministère du budget et de la comptabilité publique, les comptes de l'État sont mieux suivis et on ne va pas distribuer comme ça à tout vent des fonds communs à des gens qui sont dans des ministères et on se pose même des questions, qu'est-ce qu'ils font? Allez-y dans les domiciles de certains hauts responsables du ministère des Finances. Vous trouverez 4, 5, 6 véhicules stationnés qui sont des véhicules de l'État. Tout neuf, sans plaque d'immatriculation, c'est là. On enlève la plaque bleue et puis ça reste là. Ils ont du plaisir à voir autant de véhicules. En ce moment, on aurait pu donner à d'autres administrations des véhicules. Mais quand d'autres administrations demandent des véhicules au ministère des Finances ou au ministère de la Planification, on vous dit il n'y a pas. Mais les dirigeants de ces ministères s'en mettent plein les poches. Ça changera quoi si vous ne changez pas le circuit administratif? Parce que, dit-on, aujourd'hui, il y a trop de signatures pour pouvoir débloquer l'argent. Effectivement, il y a trop de signatures. Voyez-vous, par exemple, dans le cadre des intégrations. Pour intégrer un fonctionnaire gabonais, voyez les enseignants. Moi, j'ai discuté avec des enseignants. Il y a des enseignants, ça fait 10 ans qui n'arrivent pas à avoir un poste budgétaire parce que le dossier est dans un tiroir d'un haut fonctionnaire véreux qui pense que les autres n'ont pas droit à quoi que ce soit. Les circuits vont être raccourcis. Et le fonctionnaire, on intègre certains Gabonais en 2 semaines. Mettons 3 semaines, on peut intégrer des fonctionnaires gabonais. Et la main-d'œuvre non permanente va disparaître. Pourquoi? Parce que cette main-d'œuvre non permanente permet à certains responsables des ministères de se faire du beurre. Même ceux qui sont décédés, dans le listing, on affiche toujours que ces fonctionnaires existent et ils deviennent tellement riches. Il y a des ministères, par mois, ils ont 2 400 000 par rapport à ce qu'ils gagnent dans cette main-d'œuvre non permanente. Et ça, c'est le cas de toutes ces administrations. Et le Gabon souffre de ça. Et dans le problème économique, comme vous le posez le problème tout à l'heure, si vous prenez la loi de finances au niveau du Gabon, j'ai fait une étude, j'ai regardé point par point, vous vous retrouvez avec 600 milliards de francs CFA chaque année détournés par des hauts fonctionnaires de la République. Tout simplement parce qu'il y a des faux projets, il y a des postes qui n'ont pas de raison d'être.
C'est pourquoi, dès mon élection, à la présidence de la République, il y aura des postes qui vont disparaître. Ce sont des postes de prestige. Comme quoi, par exemple? Quel poste? Vous avez des postes tels que hauts représentants privés de quoi, qui ont des rangs de ministre d'État, je ne sais pas pourquoi. Et conseiller personnel du président de la République, ça ne doit pas. Il y en a trop. Disparaître. Non, mais ici, je vous dis qu'il y en a trop. Quand on m'a nommé conseiller personnel, il y avait un certain nombre. Mais vous savez. Vous n'avez pas refusé quand même. Attendez, moi j'arrive à la présidence, on me nomme, je suis haut fonctionnaire, je suis nommé, mais je ne cherche pas à savoir combien il y a de conseillers. Après, je me rends compte quand vous êtes en réunion, vous êtes nombreux. Au départ, on était peut-être 12. Après, aujourd'hui, chaque village va avoir un conseiller. Vous pensiez être un privilégié? Non, je ne suis pas privilégié. Ce sont des circonstances qui m'ont fait arriver là. Alors, parlant de cette économie, vous avez la prétention, bien sûr, de relancer l'économie pour obtenir une croissance, bien sûr, et ainsi augmenter le pouvoir d'achat des Gabonais. Absolument. En revanche, on est bien d'accord que le Gabon est un pays pétrolier. On est bien d'accord que le pétrole contribue à plus de 60% environ dans l'économie. Et pourtant, vous proposez de déclasser ce secteur au profit de quoi? Non. 60%, c'est trop dire. C'est au de niveau de la douane qu'on gagne autant d'argent. Justement, on va parler du problème de la douane tout à l'heure. Vous savez pourquoi je veux déclasser le pétrole? Parce que le pétrole, le fait que nous sommes un pays pétrolier, nous avons des richesses, ça rend le Gabonais dans l'état-providence. Donc nous allons déclasser, le pétrole ne sera plus la richesse prioritaire, comme la première richesse, ce sera l'agriculture. Ça rend le Gabonais dans l'état-providence. Expliquez un peu. Mais l'état-providence, c'est que la méthode... Le Gabonais attend tout de l'État. Parce qu'on a habitué les Gabonais à demander. Regardez la campagne électorale aujourd'hui. Les gens courent dans des QG pour tendre la main pour juste 1500 francs. Venez à un meeting, on vous donne 5000. Il y a des meetings, on vous donne 150 000. Un t-shirt, 150 000. Il y a même des autres qui vont même à la Cité de la démocratie, on vous donne un sandwich, 1400 francs. Où se trouve la dignité de l'homme? C'est que les dirigeants qui se comportent comme ça, vis-à-vis du peuple gabonais, n'ont aucun respect pour ce peuple et rendra toujours ce peuple laissera ce peuple dans la misère totale. Et c'est au peuple gabonais de se réveiller, de prendre conscience pour changer ces gens. Alors, est-ce véritablement... Donc, dans le cadre de l'agriculture... raisonnable, justement, de déclasser le pétrole quand on connaît sa place aujourd'hui? Mais c'est raisonnable. Alors que les autres secteurs ne sont pas encore prêts. L'agriculture, vous en parlez là. Mais l'agriculture, voyez-vous, voilà. On mettra en place un service civique qui sera appuyé par le ministère de l'Agriculture. Ce secteur permettra de créer des emplois. Déjà, dans le service civique, nous allons recruter tous les jeunes qui iront dans le secteur de l'agriculture pour encadrer non seulement les agriculteurs. Ce service civique va encadrer les villageois parce qu'il y aura une reconstruction au niveau des villages, parce qu'il y aura des regroupements de villages, parce qu'il y a trop d'écart. Nous allons modifier les horaires de travail au Gabon. Nous passerons de 7h à 15h. Ce qui permettra encore de créer un maximum d'emplois. Toutes les jeunes dames et jeunes garçons qui voudront se lancer dans la restauration, au lieu de quitter Angonje et retourner à Ovendo, vous restez au niveau de votre ministère, il y aura des restaurants à l'intérieur, comme des selfs, comme ça se fait ailleurs. Nous pourrons créer un maximum d'emplois. Et dans ces gardes frontières aussi, au niveau des frontières, nous allons aussi créer des emplois parce qu'il y aura des gardes frontières, parce que nos frontières, je vous jure, posent problème. Allez-y, par exemple, regardez nos forces de défense. Ils sont en frontière, ils sont dans certaines frontières. Il y a juste 5 ou 6 militaires face à nos voisins où ils ont peut-être un régiment. Et quel poids sur l'activité économique, ce problème des frontières? Le problème des frontières, parce que quand nous allons créer ce service pour créer de l'emploi, si on recrute aujourd'hui 5 à 6 000 jeunes, c'est un problème résolu en matière d'emploi. Parce que ceux-là, ce sont des sans-emploi parce qu'ils n'ont pas de qualification. Nous allons aussi lancer un autre programme qui va toucher, ça c'est au niveau du social, tout à l'heure avec Mme Piti. Oui. On pourra créer aussi des emplois pour ces Gabonais qui pourront encadrer les personnes âgées. Alors, n'égrenez pas mon temps, laissez le social. Donc, l'agriculture, simplement pour remplacer l'économie. Il y aura des groupes collectifs de développement. Pour remplacer je vous pétrole. Rappelle que nous avons des exigences temporaires. C'est pourquoi je ne veux pas qu'il aille dans mon... Allez-y. Au-delà de l'agriculture, ça suffira, selon vous, après avoir déclassé le secteur pétrolier? Qu'est-ce que vous ferez du bois? Qu'est-ce que vous ferez? Il y a déjà, en matière d'agriculture, nous allons lancer ce projet pour atteindre le taux nécessaire dans la production. Et dans ces groupes collectifs de développement, les villageois vont être encadrés par ce service civique pour qu'ils changent le statut de paysan. Au bout de 3 ans, après une formation, un encadrement au niveau de ces villages pour devenir des paysans et des éleveurs. Si le Gabonais peut élever des moutons, des poulets, des canards, le paysan, le villageois pourra vivre 10 fois mieux que celui qui vit en ville. Alors vous, président de la République, vous mettez ce système en place. Au bout de combien d'années ou combien de temps vous estimez une relance économique?
Ben, au bout de 3 ans, nous avons déjà les signes les plus forts. Et pour avoir un redressement global de l'économie, il nous faudra attendre au minimum 7 à 8 ans. Alors, vous prétendez également que pour booster l'économie, il faudrait un pouvoir d'achat. Donc, vous comptez augmenter le pouvoir d'achat et vous parlez... il y aura une révision salariale. Voilà, Cette révision salariale va s'opérer dans quel cadre? Parce que les fonctionnaires déjà sont mal payés. Dans le privé, il y a un vrai problème. Le salaire minimum sera de 120 000 francs et nous allons placer ce salaire minimum qui permettra... C'est-à-dire une hausse du SMIC de 30%. Oui, au niveau du SMIC. C'est possible parce qu'au niveau du Gabon... Certains opérateurs, enfin certains professionnels de l'économie disent que c'est surréaliste. Non, ce n'est pas surréaliste parce que le budget de l'État qui s'élève aujourd'hui à 2700 milliards et quelque chose, et en réalité, si on ne prend pas le hors-budget, si on associe le hors-budget, vous pourrez arriver à 3500 milliards chaque année pour le Gabon. Il y a assez d'argent pour apporter cette révision. Prenez le cas aujourd'hui. Vous voyez, les enseignants ont posé le problème des salaires. Il y a 2 mois, on a dit aux enseignants qu'il n'y avait plus d'argent au Gabon. Mais maintenant, en campagne, vous voyez des candidats qui ont géré ce pays durant 20 à 25 ans, qui disent qu'il y a trop d'argent et il faut même l'exhibition à travers leur campagne.